Quand on est un vieil éléphant de presque 60 ans, on en aurait des choses à raconter si l'on savait parler. Il y a tant d'images, de bruits, d'odeurs que j'ai enregistrées au cours de ma vie, au fil de la croissance et de l'usure de mes dents. J'ai tellement de souvenirs de mon enfance, de ma jeunesse, de ma famille, de mon dernier voyage au royaume maudit des éléphants. Ma mémoire est peuplée de lions et de grands troupeaux. Aujourd'hui, je suis seul pour vivre mes derniers jours. En vérité, je n'ai aucun souvenir de ce moment-là. Ma mère venait de me donner naissance et j'étais un gros bébé de 80 kilos qui restait tout contre elle. Je ne m'en rappelle pas, mais je n'ai pas de mal à imaginer ces premières heures. J'ai vu tant de petits éléphants, à peine debout sur leurs pattes, suivre en flageolant la marche de leur mère, attentive et patiente. Mon premier souvenir n'est pas un événement, c'est un rythme. Le pas cadencé du groupe qui donne l'allure et qu'il faut suivre. La marche elle-même était incroyablement silencieuse, mais j'entendais très fort le battement des grandes oreilles et le souffle des trompes qui crachaient la poussière. Ma mère me ménageait. Aux heures les plus chaudes, si l'ombre manquait, 2 ou 3 membres de ma famille se mettaient autour de moi et me tenaient à l'abri des ardeurs du soleil. J'ai un souvenir très précis de ces premiers jours. Je mâchouillais la défense de ma mère. Elle avait le goût de l'ivoire et de 1000 nuances de terre, d'herbe et d'écorce auxquelles elle s'était frottée. On se déplaçait toujours en famille. On était une douzaine, 15 au plus. Il y avait surtout des femelles, plus ou moins jeunes. Ma mère, évidemment, et puis des tantes et quelques sœurs. Il y avait aussi un cousin très petit. Il avait au moins 1 an et demi de plus que moi, car ses défenses étaient déjà un peu sorties. En tête de notre groupe, il y avait la mère de ma mère, la matriarche. C'est elle qui nous guidait et qui décidait des pauses. En fait, quand elle s'arrêtait, c'était le plus souvent pour manger. Je la voyais arracher de longs brins d'herbe avec sa trompe, sans savoir alors qu'il lui fallait faire cela plus de 1000 fois par jour pour nourrir son énorme masse. J'ai compris plus tard qu'on était frappé d'une sorte de malédiction, qu'on était condamné à manger, toujours manger. C'était la contrepartie de notre taille, de notre puissance. On savait le rang que l'on occupait dans la savane quand on approchait d'un point d'eau. C'était bien de faire place nette, mais cette fois, la mare était à sec.
Au cours de ma vie, j'ai connu plusieurs fois cette déception terrible et l'angoisse qu'elle occasionne. Dans cette situation, on ne traînait pas. On se remettait aussitôt en route. Et personne ne s'interrogeait sur la direction à prendre. On suivait aveuglément la matriarche. S'il y avait de l'eau à 10, 20, 50 km à la ronde, elle connaissait l'endroit et saurait nous y mener. On pouvait tenir quelques jours sans boire, mais pas plus. Quand la saison sèche s'éternisait, beaucoup d'animaux autour de nous ne trouvaient pas la solution. Et puis, la vie finissait par se manifester, malgré tout. En croisant ce phacochère aux défenses et au pelage crotté, on savait que l'eau n'était plus loin. Toutes les matriarches de toutes les familles d'éléphants des environs avaient eu le même instinct. Alors, on se retrouvait très nombreux autour de ce qui ressemblait davantage à des bourbiers qu'à des bassins d'eau claire. On restait groupés par famille. L'enthousiasme était à la mesure de la longue marche qu'on avait faite pour arriver jusque-là. Je pense que cela a été mon premier vrai bain de boue. Mon cousin profitait de la halte pour téter. 18 mois pourtant, c'est l'âge du sevrage. Mais beaucoup d'éléphantos aiment jouer les grands bébés et retournent aux mamelles de leur mère jusqu'à 4 ans. Je me souviens qu'on marchait beaucoup. Toujours groupés, souvent à la queue leu-leu. Quand on est petit, il n'est pas toujours facile de suivre le rythme imposé par les grands. Un jour où un léopard chassait dans la zone que l'on traversait, j'ai eu le sentiment que, même bébé, il ne pouvait rien m'arriver. L'une de mes tantes s'est interposée, a fait obstacle de son corps et m'a éloigné, au cas où. On est trop fort. On est comme les rhinocéros. On n'a pratiquement rien à craindre des prédateurs. J'imaginais la vie de tous les autres qui redoutent à un moment ou à un autre de se faire attaquer et de se faire manger. Ce sont les lions qui font le plus peur. Parce qu'ils sont grands, puissants, parce qu'ils chassent à plusieurs et qu'ils en imposent. À l'odeur du lion, la plupart des mammifères s'arrêtent, s'inquiètent et s'éloignent. Mais pas nous, les éléphants. Non seulement les lions ne nous impressionnent pas, mais ils nous dérangent et on ne les aime pas. Ce jour-là, toute ma famille, à grands coups de trompette, a chassé une lionne qui passait par là.
Comme la lionne restait dans les parages pour protéger ses lionceaux, on est reparti à l'attaque. On a chargé une deuxième fois. On peut se demander pourquoi on n'aime pas les lions. Peut-être parce qu'ils ont pu manger quelques éléphantaux, ou parce qu'on ne veut pas partager le titre de roi de la savane. Je crois que la vérité, c'est que tout nous oppose. Le régime alimentaire, leur rapport à répétition et sans pudeur, et leur rythme de vie. Penser qu'ils dorment 20 heures par jour et que c'est le temps que nous devons passer à manger. Prenons un autre exemple. Ils détestent l'eau, alors que nous, les éléphants, c'est dans l'eau qu'on connaît les plus grands plaisirs de la vie. Ma mère nous conduisait souvent à une sorte de lac formé par 2 bras morts de rivière. Il était en eau une grande partie de l'année, et beaucoup d'animaux venaient y boire. C'était vraiment un endroit important pour nous et tous nos frères. Chaque jour, à midi, à l'heure la plus chaude, tous les éléphants des environs, grands et petits, arrêtaient de manger. Ils surgissaient de partout et prenaient la même direction. Ils convergeaient vers le lac. Les familles arrivaient les unes après les autres. En quelques minutes, les bras morts se transformaient en un immense bassin de baignade. Pour se tremper, on restait en famille. Il y avait des habitués qui revenaient chaque jour au même endroit où ils avaient creusé la berge et aménagé des bourbiers. Les gnous abreuvés commençaient déjà à quitter les lieux. Mais nous, avec mes sœurs, mes cousins, mes cousines, on profitait pleinement du moment. Soudain, on aurait dit qu'un signal mystérieux avait sifflé pour tout le monde la fin de la récréation. En quelques minutes, le lac s'est vidé de ses occupants et les groupes ont reformé leurs files pour se disperser. Alors qu'il ne restait plus qu'un éléphant dans l'eau, on a entendu un gros brouhaha chez les zèbres. Notre famille qui était sur le départ s'est retournée et a vu un individu en mauvaise posture. Un crocodile tenait le zèbre par l'oreille et le tirait vers une eau plus profonde pour l'y noyer. La prise du crocodile était ferme et la situation du zèbre si compromise que les spectateurs quittaient le site.
pensant que tout était joué d'avance. Finalement, il n'y a eu que l'éléphant retardataire qui a été témoin du dénouement. Les toutes premières années de ma vie ont été sans histoire. Je restais à quelques mètres de ma mère et faisais déjà comme tous les éléphants. Je passais beaucoup de temps à manger. C'est le souvenir que j'ai de mon enfance. Une vie assez monotone, où les années s'écoulaient avec pour seul repère la croissance de mes dents. À l'âge de 6 ans, j'étais encore souvent collé à maman. J'avais déjà perdu 2 séries de molaires. La 3e commençait à pousser. Il me restait encore 3 séries de rechange pour remplacer au fur et à mesure mes dents usées. J'avais déjà aussi mes incisives supérieures, mes défenses. 2 petites pointes qui grandissaient tranquillement. Et puis, j'ai acquis un peu d'autonomie. Mes défenses ont atteint une 20aine de centimètres et pour manger, je me mêlais désormais régulièrement aux autres membres du groupe. J'étais particulièrement proche d'un de mes cousins, celui qui avait juste 18 mois de plus que moi. De temps à autre, on sentait à proximité la présence d'un grand mâle. Il traînait un peu autour de notre groupe, sans se mêler vraiment à nos activités. C'était un étranger, mais peut-être aussi le papa de l'un d'entre nous. J'en ai vu de ces gros éléphants solitaires qui se joignaient à nous le temps de faire un bébé à l'une des femelles de la famille. Celui-là sera le père d'un cousin, d'un frère ou d'une petite sœur qui viendra au monde dans 22 mois. Chez nous, personne ne connaissait son papa. Mais c'était pas grave. On pouvait compter sur nos mères, nos tantes, nos sœurs pour nous accompagner, nous protéger, pour veiller sur nous le temps qu'on mettrait à grandir. Et puis, un jour, les papas éléphants s'en allaient comme ils étaient venus, de leurs pas lents et majestueux, comme appelés par une nouvelle mission. J'ai su plus tard qu'ils retournaient simplement à leur solitude. Je me souviens précisément d'un grand mâle qui, au sortir du bain, se comportait comme s'il voulait séduire ma mère. Et ma mère, mais ce n'était qu'une impression, semblait répondre à ses avances. Celui-là m'intimidait. Avec sa masse, ses grandes défenses, il dégageait une sorte de force tranquille.
Je rêvais de devenir un jour comme lui. Mais j'avais maintenant 10 ans, et mes défenses ne poussaient pas beaucoup. En tout cas, elles étaient beaucoup moins grandes que celles de mon cousin. Cela lui donnait un avantage dans nos petits combats pour jouer. J'ai vu des éléphants avec des très grandes défenses. Ce devait être lourd à porter, mais cela leur donnait de l'allure. Les miennes ne seraient sans doute jamais aussi grandes, mais on ne choisissait pas, c'était héréditaire. Et puis, on pouvait vivre avec des petites défenses, et même avec une seule. Une de mes tantes en avait bien cassé une. Si toute ma jeunesse a été plutôt heureuse et sans histoire, c'est que nous avions la chance de vivre le long d'une rivière. Elle coulait paisiblement entre des berges herbeuses et des rochers, qui offraient ombre et abri à quelques résidents. C'était le cœur du territoire d'un léopard. Lui aussi avait la vie facile, car le cours d'eau attirait les animaux qui venaient boire, et il trouvait toujours de quoi manger. La rivière était une source de vie et de nourriture pour toutes sortes d'espèces. Les buffles mangeaient la végétation aquatique. Et les eaux poissonneuses régalaient les crocodiles. Quant à nous, nous étions ravis de pouvoir nous rafraîchir autant qu'il nous plaisait. J'adorais sortir de l'eau couvert de boue et m'exposer au soleil qui finissait par former sur ma peau une véritable croûte protectrice. Selon la période de l'année et le débit de la rivière, sa traversée était plus ou moins difficile, plus ou moins amusante. Au bord de l'eau, saison après saison, il se passait toujours quelque chose. J'ai vu des hérons Goliath se chamailler pour un poisson. J'ai vu des marabouts traîner là pour sécher leurs ailes. Quel que soit le niveau des eaux, les berges offraient toujours des opportunités pour manger. Bref, la situation était idéale pour la prospérité de notre groupe. Je dirais même qu'elle était un peu trop parfaite, car nous étions de plus en plus nombreux, ce qui engendrait quelques tensions au sein de la famille, notamment ce qui concerne le leadership du groupe. Alors qu'il en était moins d'une quinzaine à ma naissance, ma famille comptait maintenant près d'une quarantaine d'individus. C'était beaucoup. Ma mère trouvait que c'était beaucoup trop.
Je sais que c'est elle qui a pris l'initiative, qui a pris la décision de scinder notre groupe en deux. Ce qui n'empêcherait pas de se retrouver de temps à autre. Cela s'est passé un matin, après une séquence de nourriture. Ma mère s'est éloignée avec son dernier petit, et moi, je l'ai suivi. Alors que les membres de notre famille restaient toujours à moins de 50 mètres les uns des autres, il y a eu d'un coup une vraie distance entre le petit groupe de ma mère et le reste du clan. La matriarche n'avait pas bougé. Ou du moins elle bougeait, mais dans une direction différente de celle que nous avions prise. Ce qui était inconcevable pour moi se produisait. Notre famille se séparait. Avec ma mère, nous formions vraiment un tout petit groupe. Une maman et 3 jeunes éléphants, cela ne ressemblait à rien. Et ce n'était pas très rassurant. Je pense que les choses ne devaient pas se passer comme cela. Que ma mère n'avait pas été convaincante en leader de groupe dissident, puisque personne, ou presque, ne l'avait suivie. À la tête de l'essentiel du troupeau, la matriarche progressait sur une route parallèle à la nôtre. Nous traversions des cours d'eau sans savoir qu'un peu en aval, le groupe principal avançait dans la même direction. Nous avions un peu de mal avec le plus petit d'entre nous, qui traînait et ralentissait notre allure. Il s'est encore passé 3 ou 4 jours comme cela, où nous marchions et où nous mangions en petit comité. Et puis, un jour de plein soleil, nous avons débouché sur une grande étendue, traversée par une petite rivière, où le groupe de la matriarche nous attendait. Notre famille s'est réunifiée. C'était la fin d'un épisode à oublier. Le bonheur des retrouvailles. Mon cousin et moi, nous avons repris nos affrontements amicaux, nos combats paisibles et sans conséquences. Je dois dire que j'ai connu alors les plus belles années de ma vie. Nous étions adolescents, insouciants, indépendants et chahuteurs. Ma mère allaitait depuis 2 ans mon dernier petit frère. C'était son 4e enfant. J'avais aussi un jeune frère qui rêvait d'être un grand et de participer à nos jeux. Nous aimions nous pousser les autres.
Nous aimions jouer les cadors un peu à l'écart des adultes qui, eux, ne pensaient toujours qu'à manger. J'aurais dû savoir que cela ne pourrait durer toujours. La cassure s'est produite un jour où nous traversions une piste tracée par les hommes. J'avais déjà 15 ans. Et ce jour-là, je ne sais pourquoi, j'ai entrepris de séduire une jeune cousine, ce qui ne se faisait pas. J'avais, sans le savoir, par cette attitude inappropriée, signé la fin de mon bail avec le groupe. J'étais devenu un mâle adulte, et je n'avais plus ma place au sein de cette famille que j'avais tant aimée. À compter de ce jour, j'avais un nouveau statut, celui de mâle célibataire, condamné à la solitude et à l'errance. J'ai perdu d'un coup toute relation sociale. Je n'avais plus qu'un objectif au quotidien. Manger. Manger, encore manger, et si possible, ménager mes 4 molaires. J'avais usé mon 3e jeu de dents broyeuses et la 4e série poussée dans ma mâchoire et chassé l'autre. Je ne sais plus combien de jours, combien de saisons j'ai passé à errer seul. À défaut de contact avec des partenaires, je me frottais parfois brutalement au branchage. J'avais l'impression d'être encore plus seul à la saison sèche, quand la plaine semblait déserte. Au fil de mon errance sans but, je croisais des animaux qui ne me concernaient pas vraiment. Je voyais de jolies choses, et d'autres qui l'étaient moins. Ce jour-là, j'ai senti à 1 kilomètre devant moi l'odeur de la mort. J'ai pensé alors que j'avais dû perdre de ma superbe, car ce gnou ne s'arrêtait même pas sur mon passage. Devant les vautours qui nettoyaient le cadavre du buffle, je me disais que finalement, je ne devais pas trop me plaindre, que je n'étais pas si mal loti. J'ai traversé d'autres paysages, d'autres saisons. J'ai mangé des feuilles, cassé des arbres et dévoré des branchages. Manger était une obsession. Il me fallait ingurgiter chaque jour plus de 150 kilos de nourriture pour faire marcher ma carcasse.
Un soir que je mangeais au bord de la rivière, j'ai entendu un son qui montait. C'étaient des infrasons, des fréquences si basses que seuls les éléphants les entendent. C'étaient des paroles d'éléphants. Plus ce murmure montait, et plus je le reconnaissais. C'était mon ancienne famille qui approchait et passait de l'autre côté, à quelques centaines de mètres de moi. J'ai même cru reconnaître distinctement des chuchotements de ma mère, peut-être à son dernier enfant. Comme la saison sèche se prolongeait, le niveau de la rivière descendait. Il a baissé si fort que le grand cours d'eau a laissé finalement la place à un gigantesque lit de sable, et on ne pouvait plus se baigner. Alors je suis retourné au lac où ma mère nous emmenait autrefois, où se retrouvaient tous les éléphants. Et là, un petit miracle s'est produit. J'ai vu sur la berge celui que je ne pensais plus jamais voir, mon cher cousin. Lui aussi avait dû finalement quitter le clan. Nos retrouvailles ont été joyeuses, animées. Nous avions grand plaisir à nous opposer gentiment, comme avant. À compter de ce jour, et durant plus de 2 années, nous sommes devenus inséparables. Nous restions le plus souvent à arpenter les bords de la rivière, jamais très loin l'un de l'autre, comme au temps de la famille. Et nous communiquions à notre façon. Cela aurait dû durer toujours. Mais un jour où nous mangions sur un banc de sable, mon cousin est sorti de mon champ de vision et je ne l'ai plus revu. Je l'ai cherché longtemps, me suis aventuré à nouveau loin des berges. J'ai suivi la piste de branches arrachées, d'arbres cassés, d'écorces mangées. J'ai cherché encore sa trace et son odeur, mais sans succès. J'ai finalement renoncé à retrouver mon compagnon.
J'ai abandonné sans savoir ce qui était arrivé, sans connaître jamais le pourquoi de cette nouvelle séparation. J'ignore tout de ce qu'il est devenu. Est-il mort prématurément, atteint par quelque maladie? A-t-il poursuivi une vie d'errance en rejoignant à chaque occasion un groupe et des femelles disponibles? Est-il devenu, au bout du compte, un magnifique solitaire avec des grandes défenses? J'ai laissé derrière moi la terre de mon enfance et suis parti vers le nord, pour rejoindre un pays où vivaient, paraît-il, beaucoup de vieux éléphants. J'ai dû marcher longtemps, manger encore. Mais au bout de tous ces efforts, il y avait peut-être une sorte de terre promise où je trouverais de nouveaux compagnons et où je pourrais finir ma vie. Au pays du Nord, les buffles étaient vifs et joyeux. Le long des rivières, la terre des berges était rouge et pleine d'éléphants paisibles. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais 45 ans et j'avais déjà bien usé ma 5e paire de dents. Il ne me restait plus à venir qu'une série de rechanges. J'ai vite rencontré d'autres solitaires sur les berges, pas vraiment enthousiastes de ma présence, ni hostiles, je dirais indifférents, affairés à leur routine. Il n'y avait que des mâles, souvent de vieux éléphants. Celui-là, assez jeune, qui buvait en face de moi, m'intriguait. J'avais l'impression que sa trompe était un peu courte. Il s'en servait habilement pour puiser de l'eau claire dans le trou qu'il avait creusé. Mais si l'on y regardait de près, elle était dépourvue à son extrémité des 2 doigts qui nous servent à saisir précisément les feuilles, les fruits ou les branches. J'ai mis cela sur le compte d'une malformation. Quand l'éléphant a traversé et s'est rapproché de moi, j'ai vu qu'au lieu de saisir le feuillage du bout de la trompe, il embrassait littéralement le buisson. Finalement, il se débrouillait plutôt bien, même si ce n'était pas de façon très orthodoxe. Il donnait parfois l'impression de plonger littéralement dans la végétation pour se nourrir. Et puis, il y avait des choses dont il devait se priver.
en tout cas qui devenait pour lui franchement difficile à attraper. Les fruits de l'arbre étaient trop hauts, mais quand ils tombaient au sol, ses graines étaient un délice accessible. Sauf avec un appendice tronqué. Et pourtant, il s'en sortait, en collant ses friandises à sa trompe en utilisant sa capacité d'aspiration. Au pays du Nord, j'ai vu d'autres congénères abîmés. Celui-là avait aussi une trompe plus courte que la norme, et des lambeaux de peau pendaient à sa gorge. J'ai vu aussi des éléphants à la trompe si courte qu'on pouvait imaginer le calvaire de leur vie. En vérité, le royaume des éléphants était maudit. Corrompu par les hommes qui mettaient des pièges pour prendre des antilopes, et les pachydermes s'y emprisonnaient et s'arrachaient la trompe. Alors j'ai repris la direction du sud, quitté ce territoire qui, malgré ses beautés, m'effrayait. Sur le chemin du retour, j'ai croisé de grands éléphants dans une forêt d'arbres à fièvre. Ils m'ont reniflé, évalué. J'étais sur la réserve, mais ils m'ont adopté. Et j'ai passé finalement dans cet endroit paisible quelques belles années avec ces vieux compagnons. C'est là que mes dernières molaires ont poussé. J'avais 47 ans. Le compte à rebours a commencé. Quand nos dents sont usées et qu'on ne peut plus mâcher, il devient trop difficile d'entretenir notre grosse machine. J'ai presque 60 ans. J'ai beaucoup maigri et je vis à nouveau tout seul. Je marche encore un peu dans la plaine en attendant que la mort me prenne. Pour m'occuper, je cueille parfois un peu d'herbe, mais sans conviction, car je sais que j'aurai beaucoup de mal à mâcher. Au cours de cette mastication inutile, remontent tant de vieux souvenirs. Mon existence a été bien remplie. Je suis un vieil éléphant, tout au bout de sa vie.